Et la parole maintenant est à notre ami et camarade Pierre Laurent. Bien, merci à tous, merci de votre invitation. Merci à Benoît Hamon tout à l'heure pour ses mots d'accueil. Il disait qu'en ce moment je fréquentais beaucoup les salles socialistes. Ça n'est pas faux depuis la rentrée. Effectivement, il m'est arrivé de m'y faire applaudir ces derniers temps. J'espère qu'un jour nous aurons suffisamment, et j'espère ce jour prochain, nous aurons suffisamment avancé ensemble, mais je vais essayer à mon tour de tracer quelques pistes pour que des socialistes viennent se faire applaudir dans des salles communistes. Je suis d'autant plus sensible à votre invitation que le cœur de toutes mes préoccupations depuis la rentrée, en vérité depuis le printemps tout particulièrement, et la série des 2 élections municipales et européennes, le cœur de toutes mes préoccupations, de toutes les préoccupations de mes camarades communistes, se résume au fond à une seule et même question. Comment construire au plus vite les conditions d'une alternative sociale, économique et politique au choix d'austérité actuel? Je pense que c'est la question devant laquelle nous sommes toutes et tous. C'est à cette question que j'ai envie de consacrer tous mes efforts avec mes camarades communistes. Et je suis convaincu que nous n'avons pas d'autre choix les uns et les autres. Je suis convaincu que c'est l'urgence, et pour 3 raisons que je voudrais essayer de brièvement exposer, et qui vont rejoindre pour partie toute une série des propos que vient de tenir Benoît. La première de ces raisons, elle est malheureusement une évidence, je crois, pour beaucoup d'entre nous. C'est que la politique actuellement suivie est une impasse dramatique. Et une impasse dont nous allons voir tous les jours à quel point elle nous rapproche du mur dans lequel va se cracher et la France et la gauche si rien ne change. L'échec économique de cette politique est patent, et pourtant il persiste. Mais il suffit de lire chaque jour de nouvelles études pour voir à quel point tous les voyants sont au rouge, à commencer évidemment par les voyants du chômage et de la pauvreté, de la précarité. On aurait presque oublié que le président de la République a commencé son quinquennat en affirmant qu'il comptait inverser la courbe du chômage dans la première année. La dernière étude de l'UNEDIC qui vient de sortir indique que le chômage pourrait augmenter à nouveau de 450 000 chômeurs si les politiques actuelles sont poursuivies. Ça suffirait en soi à se poser des questions sur le cap suivi. L'échec de cette politique, l'échec social, il est patent. Et il se paye tous les jours très cher pour des millions de Français. Et il suffit d'aller discuter avec eux sur le terrain, et je suis sûr que vous le faites, pour le savoir. Et l'échec politique, il est évident, et il vient d'être sanctionné en 4 mois par 3 défaites électorales successives, 3 défaites électorales cuisantes pour la gauche. Il est donc parfaitement impossible de concevoir qu'on puisse affronter l'avenir, pour la France, qu'on puisse affronter l'avenir pour les milieux populaires, pour tous ceux qui veulent créer utilement des richesses pour le pays, qu'on puisse affronter l'avenir pour la gauche en poursuivant une telle politique. Et ce qu'on est en train de préparer, si on laisse faire, ça n'est pas l'avenir du pays, c'est une longue éclipse de la France. Et nous ne pouvons pas l'accepter.
Nous allons aborder dans quelques jours le débat budgétaire sur le projet de loi de finances et le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Mais nous voyons à travers ce qui nous est proposé toutes les impasses de la politique actuelle, les sujets sur lesquels il faudrait au contraire retravailler et changer de cap. Commençons par la fiscalité. Quand on veut bien lever le nez, parce qu'on nous dit on va supprimer la première tranche et tout va mieux, mais quand on veut bien lever le nez des chiffres, nous sommes dans une situation d'impasse fiscale totale. Nous avons des recettes fiscales qui sont constituées pour 170 milliards d'euros de la TVA et des taxes sur la consommation, pour seulement moins de 70 milliards maintenant par un impôt sur le revenu qui est devenu dans les hautes tranches un véritable gruyère, et par un impôt sur les sociétés qui rapporte maintenant à peine 33 milliards d'euros, soit une contribution des entreprises de 1,5% du PIB, c'est le plus bas taux jamais acquis. Et nous multiplions les exonérations de cotisations sociales et le CICE. Si nous laissons intacte une structure fiscale ainsi constituée, et que de plus on théorise le fait que l'impôt sur les sociétés ne doit surtout pas progresser, et que l'impôt sur le revenu peut éventuellement être touché, mais sans jamais reconstituer de la progressivité pour les plus hautes tranches de revenus, eh bien, il est parfaitement impossible d'envisager la moindre recette fiscale supplémentaire, sauf à vouloir à nouveau matraquer le pouvoir d'achat de la manière la plus injuste qui soit par l'augmentation de la TVA. Et c'est exactement d'ailleurs ce que proposent les directives européennes les unes après les autres. Si on reste sur cette structure fiscale-là, il n'y a aucune marge de manœuvre possible à attendre pour des politiques sociales ambitieuses. C'est condamner l'État, c'est lui mettre le ficelet, lui mettre les mains dans le dos et lui rendre impossible toute politique de relance intelligente, ciblée sur les secteurs les plus utiles. Il faut d'urgence remettre à plat la fiscalité nationale. Et effectivement, ce débat-là, qu'il faut que nous continuions à ouvrir dans le débat sur le projet de loi de finances, doit être un chantier prioritaire pour retourner à une politique fiscale intelligente. Et on devrait par exemple commencer par effectivement mettre en œuvre des baisses ciblées de la TVA pour le pouvoir d'achat ou pour aider des secteurs qu'il faut absolument relancer, comme le logement, et au contraire, pour compenser ces recettes, reconstituer un impôt sur le revenu réellement progressif en organisant de nouvelles tranches sur les hauts revenus et réformer en profondeur l'impôt sur les sociétés qui affiche, tout le monde le sait, un taux de 33% officiellement, alors qu'en vérité, à travers de multiples trous dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés, un très grand nombre, et singulièrement les plus grandes entreprises, sans parler de celles qui arrivent à ne même pas payer d'impôts en France, et qui pourtant touchent le CICE comme les autres, puisque le CICE est calculé sur le nombre de salariés en France. Il y a donc des groupes en France qui touchent de l'argent sans payer un seul impôt et qui touchent du crédit d'impôt compétitivité. Mais il faut remettre à plat intégralement la fiscalité. Deuxième chantier concernant le projet de loi de finances, la dépense publique. La dépense publique est stigmatisée. Ça a toujours été historiquement le discours de la droite. Mais maintenant, ce discours est endossé par la politique gouvernementale actuelle. Or, en vérité, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de massacrer la dépense publique la plus utile, celle qui conforte les services publics, qui construisent de la solidarité nationale. Et pendant ce temps-là, on laisse filer la dépense fiscale, c'est-à-dire les niches fiscales qui ne sont pas remises en cause, et on multiplie les exonérations de cotisations sociales sans contrepartie. Donc on crée là aussi toutes les conditions d'une incapacité de l'État à répondre aux besoins sociaux. Il faudrait aussi revoir la manière
et totalement la manière dont est abordé le débat pour l'entreprise. Je sais bien que le Premier ministre est allé dire devant le MEDEF qu'il aimait l'entreprise. Mais la vérité de nos politiques, c'est que nous sommes en train d'exonérer le capital, d'exonérer les grandes entreprises de toute responsabilité sociale, nationale, de toute responsabilité sociale et environnementale, et que nous organisons une politique avec le pacte de responsabilité et le CICE qui vise à distribuer de l'argent, on le sait, sans aucune contrepartie. Discuter avec les salariés qui sont en ce moment en train de faire leur compte avec les syndicalistes dans leur entreprise, qui savent combien leur entreprise touche en ce moment de chèques de CICE, et demandez-leur ce qui se passe en matière d'emploi, d'investissement pour organiser la mutation de notre système productif. Et vous verrez que nous sommes à la tête d'une situation où nous allons, avec les 40 milliards du CICE, organiser le plus grand gâchis de fonds publics qui n'ait jamais été organisé au niveau de l'État. Parce que qu'on ne nous accuse pas, nous, de vouloir laisser filer les déficits, quand on organise de cette manière le coulage des fonds publics, sans aucun résultat, ni pour le pays, ni pour la justice sociale, ni pour l'investissement productif. Parce que l'an dernier encore, le niveau de l'investissement dans la valeur ajoutée, singulièrement des grandes entreprises, a reculé, alors que les cadeaux fiscaux que nous leur faisons continuent, eux, d'augmenter. Et enfin, il faut ouvrir le dossier des collectivités locales. Et je pense que dans les 6 mois à venir, singulièrement dans la perspective des élections départementales et ensuite des élections régionales, mais dans les 6 prochains mois des élections départementales, ce qu'on est en train de faire au niveau des collectivités locales est une folie. Nous sommes en train, le gouvernement, si nous suivons ses choix, va étouffer littéralement un des ressorts du développement de l'investissement public qui existe aujourd'hui, parce que concrètement, ce qui est prévu en matière de suppression des dotations aux collectivités locales, ajouté aux suppressions de crédits dans le budget national qui vont impacter les collectivités locales, parce qu'il faudra additionner les deux. Par exemple, je prends 2 exemples, et je sais que des gens seront sensibles ici, mais on supprime dans le budget qui va venir 150 millions aux agences de l'eau, et on supprime également les crédits aux organismes qui sont chargés publiquement, nationalement, de gérer la forêt. Je sais que c'est un sujet sensible ici. Eh bien, tous ces organismes qui aident les collectivités locales à affronter et le défi de la gestion forestière et celui de la gestion de l'eau vont s'additionner, c'est-à-dire qu'on aura non seulement les conséquences des coupes budgétaires sur les collectivités locales, mais en plus, on aura l'impact de la destruction des moyens de politique publique nationale. Et les deux additionnés vont provoquer une catastrophe au niveau des collectivités locales. L'investissement public des collectivités locales va être étouffé avec des conséquences directes sur la population qui sont dramatiques. On va vers les élections départementales. La totalité des dépenses sociales des départements, c'est 32 milliards d'euros. Il faut protéger ces 32 milliards d'euros et il ne faut pas les massacrer comme on s'apprête à le faire. Et nous avons, je veux dire sur tous ces sujets, qu'on voit revenir à nouveau, parce qu'on sent que la contestation est en train de monter contre ces politiques d'austérité. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis cette semaine, à la faveur des chiffres sur la dette, on nous refait le coup du mur de la dette. C'est la une d'un journal qui paraît ce matin, le mur de la dette. Et on recommence avec exactement les mêmes arguments qui ont mis tous les pays européens un à un dans le mur. Parce que je rappelle que dans tous les pays européens où on a mis en œuvre des politiques d'austérité parfois plus violentes que celles encore que nous sommes en train de mettre en œuvre en France, eh bien dans tous ces pays, les chiffres augmentent de la dette publique et ne se réduisent pas. Donc ces politiques sont une impasse totale pour l'objectif même qu'elles affichent, qui est de réduire la dette publique, parce qu'elles empêchent les pays de créer les richesses suffisantes, elles les privent des ressources nécessaires, alors qu'elles laissent filer le coût du capital et les gâchis du capital, comme le disait Benoît tout à l'heure. Non, la France n'est pas en faillite, comme on l'entend à nouveau aujourd'hui, thème qui était cher à François Fillon
pour prôner, lui, maintenant 130 ou 150 milliards de réduction des dépenses publiques. La France n'est pas en faillite, la France, elle est rackettée par la finance. C'est ça le problème, et c'est à cela qu'il faut s'attaquer. La première des raisons, donc, c'est celle-là, et je pourrais développer encore beaucoup de sujets, mais j'essaye d'être le plus bref possible. C'est donc que cette politique est une impasse qui va s'aggraver si nous continuons dans cette voie. Mais la deuxième raison, qui nécessite que nous construisions ensemble une alternative, c'est que cette alternative est possible. Il existe. Non, il n'y a pas qu'une seule manière de gérer la France. Non, il n'y a pas qu'une seule politique possible. Discours cher à Margaret Thatcher à l'époque et qui est aujourd'hui repris en chœur par beaucoup trop de monde, y compris parmi les responsables de notre pays. Il y a toujours plusieurs politiques possibles et une alternative de gauche est possible. C'était ce que j'étais allé dire avec beaucoup de passion à La Rochelle en m'adressant à tous les socialistes, parce que les idées existent à gauche, les idées existent chez nombre de nos concitoyens, et il suffit d'aller sur le terrain pour s'en rendre compte, dans le monde salarié, dans les forces syndicales, et aussi parmi les forces de création, parmi de nombreux entrepreneurs qui ont des idées pour développer le pays. Les idées existent, les forces sociales existent pour mener une autre politique, à condition effectivement d'aller au-devant de ces idées, de les soutenir, et non pas de les mettre sur le côté sans prendre la peine d'en débattre. Moi, je crois qu'il y a 4 grandes directions pour ce que j'appelle une nécessaire politique de redressement national, parce que nous en sommes là. Et beaucoup vont rejoindre des choses qui ont déjà été dites. Je pense que nous avons besoin effectivement d'une grande politique de relance sociale. Nous sommes un pays qui est en train de devenir un pays de bas salaire, un pays de précarité, un pays où beaucoup de travailleurs vivent avec moins de 1 000 € parce qu'ils sont condamnés au temps partiel, parce qu'ils sont condamnés à des CDD avec des heures limitées et parce qu'on leur refuse de travailler plus. Allez dans la grande distribution, discutez avec les salariés et demandez-leur s'il est possible pour eux d'obtenir un contrat qui aille au-delà de 23, 24 ou 25 heures. On leur interdit de travailler à plein temps. Nous sommes dans un pays de bas salaire. Il faut donc une politique de relance sociale, il faut une politique industrielle qui nous fasse avancer vers une nouvelle industrialisation du pays, pour aller vers une mutation de notre système productif. Parce qu'effectivement, le problème n'est pas de faire de la relance pour faire les mêmes politiques de gâchis, les mêmes politiques productivistes. Nous devons penser une nouvelle industrialisation de la France, mais nous devons accorder à cet objectif une très grande importance, parce que nous sommes un pays qui est en train de devenir sous-développé industriellement. Nous ne pouvons pas, nous, la France, vendre seulement des avions, des armements et des automobiles. Il y a mieux à faire pour affronter le XXIe siècle. Et nous avons besoin d'affronter avec beaucoup d'ambition la nécessaire transition écologique de nos modes de production et de nos modes de consommation. Et ça suppose un investissement public important. Donc ces politiques de relance sont absolument nécessaires, à l'inverse des politiques d'austérité aujourd'hui, et elles devraient devenir une priorité de la France. Le deuxième axe, c'est que nous avons besoin d'une France qui retrouve le sens de l'égalité. Oui, une France de l'égalité. Et il y a une bataille énorme sur les droits et les valeurs à mener. La troisième direction, c'est qu'il faut évidemment, le temps est venu, et vous l'avez applaudi fortement, et je veux le dire à mon tour, le temps est venu d'une 6e République. Effectivement. Et cette 6e République, nous devons en ouvrir le chantier en discutant. C'est une 6e République pour nos institutions. Nous ne pouvons pas vivre dans la monarchie présidentialiste qui est, en vérité, le régime dans lequel nous vivons de plus en plus. Au fur et à mesure qu'on diminue le rôle du Parlement, on agrandit le nombre des conseillers à l'Élysée et ailleurs, qui décident à la place des instances élues et dans l'opacité la plus complète.
Cette situation ne peut pas continuer. Cette sixième République, elle ne doit pas être seulement institutionnelle, elle doit être aussi territoriale. Et je crois que nous avons à débattre de la réforme territoriale encore en cours, parce que nous sommes en train de changer très profondément les institutions de la République sans aucun débat national. Et cette sixième République, elle doit être sociale. J'ai souvent dit dans les premiers mois du nouveau quinquennat qu'il y avait urgence à faire une nouvelle loi pour de nouveaux droits pour les salariés. La dernière en date de 1982, ce sont les lois Auroux. Il n'y a eu aucun progrès des droits sociaux et des droits d'intervention des salariés depuis cette date. Or, il suffit d'aller dans bon nombre d'entreprises pour voir que les salariés et leurs syndicats ont des idées, et des idées bien plus performantes souvent que leurs actionnaires, qui ici ou là sont des fonds de pension ou des actionnaires financiers, qui se foutent de l'ancrage durable des emplois dans les territoires, alors que les salariés ont des projets industriels, ont des projets de développement des productions, ont des projets d'organisation du travail, et qu'ils ne sont jamais écoutés. Oui, la sixième République doit être sociale, elle doit donner des nouveaux droits aux salariés. Et je ne pense pas que la réforme des institutions du fonctionnement de la démocratie doivent nous conduire, comme je l'entends ici ou là, à un régime qui se résumerait à le présidentialisme et des référendums. Je ne pense pas que ce soit ça l'avenir de la démocratie française, parce que ça, c'est le renforcement de ce type de monarchie présidentielle dans laquelle nous vivons. L'avenir de la sixième République, de notre démocratie, de la République française, c'est d'être à une époque où le niveau de formation de la population a considérablement augmenté, où le niveau d'expertise populaire et citoyenne est considérable et totalement sous-utilisé. L'avenir, c'est de faire une sixième République de participation citoyenne à tous les niveaux. Tous les modes de délibération, de consultation, de construction, d'élaboration législative devraient être modifiés pour permettre l'intervention des citoyens. Et nous sommes aujourd'hui à 1000 lieues de tout ça. Enfin, je pense que le quatrième axe, c'est le retour à une parole libre, ouverte, non alignée de la France au plan européen comme au plan international. Non pas pour replier la France sur elle-même, non pas pour replier la France sur elle-même, mais au contraire pour ouvrir la France à la coopération et au partage avec beaucoup plus de force. Nous ne pouvons pas avoir une politique étrangère qui soit otanisée comme elle ne l'a jamais été, alors qu'au contraire, nous devrions travailler à la reconstruction de relations internationales qui changent les règles de la mondialisation pour aller vers une mondialisation de paix et de partage. Nous ne pouvons pas accepter de laisser fonctionner l'Europe comme elle fonctionne aujourd'hui. Nous ne pouvons pas accepter que la France délègue à l'Union européenne actuelle, dans les conditions où ça se fait, toutes les négociations pour le traité de libre-échange, avec tous les dangers qu'il fait peser, le traité transatlantique, avec tous les dangers qu'il fait peser pour la France, pour l'Europe, et d'ailleurs aussi pour les salariés nord-américains. Parce que la déréglementation sera pour les deux continents et elle frappera durement toutes les normes sociales, environnementales des deux côtés de l'Atlantique et pas seulement chez nous. Il faut retrouver une parole forte de la France au service de ses ambitions de partage et de coopération et non pas cette France qui part à Berlin pour soi-disant dire haut et fort qu'il faut arrêter l'austérité et qui revient avec un satisfecit d'Angela Merkel qui nous explique que nous sommes en train de mettre le plus beau programme de réforme que la France n'ait jamais eu le courage de mener. La France a une autre parole à porter dans le monde et en Europe. Et puis, la troisième raison qui m'amène à considérer que nous devons travailler à l'alternative, c'est parce que cette politique va dans l'échec, c'est parce que les idées d'alternative existent dans notre pays, que les forces existent pour les porter. Mais c'est que malheureusement, et c'est cela pour moi la troisième raison, nous voyons bien que là où beaucoup d'entre nous,
je ne parle pas spécialement pour moi, mais peut-être beaucoup d'entre vous, beaucoup de ceux qui ont voté à gauche, ont beaucoup attendu les inflexions de cette politique devant les échecs qu'elle était en train de créer. Eh bien, malheureusement, il nous faut constater les uns et les autres que ce qui semble programmé pour le moment, c'est plutôt la fuite en avant. Et que nous ne pouvons pas attendre comme le Messie, comme quelque chose qui ne viendrait jamais, une inflexion qui manifestement n'est pas à l'ordre du jour chez ceux qui nous dirigent. Je ne dis pas ça pour noircir le tableau, mais malheureusement les signes de cette fuite en avant sont trop nombreux. Le discours devant l'université d'été du MEDEF, les choix budgétaires dont je viens de parler, les propos tenus par Pierre Moscovici lors de ses auditions, et je ne suis pas sûr que ça aille en s'améliorant la semaine prochaine, quand il faudra donner des gages pour être vraiment commissaire européen, la nature de la clarification revendiquée par le président de la République dans sa conférence de presse, la surdité politique, les appels à la discipline, et puis, plus grave encore, on a l'impression qu'une partie de nos dirigeants ont maintenant banalisé la perspective de l'échec. Je veux dire que j'ai été personnellement particulièrement choqué par les propos que j'ai entendus dimanche soir, au soir des élections sénatoriales. Quand j'entends des dirigeants socialistes actuels banaliser à ce point la victoire comme si elle était automatique, eh bien moi, effectivement, ça me choque. Parce que la défaite des sénatoriales n'était pas écrite. Quand le Sénat a basculé à gauche en 2011, pour la première fois depuis le début de la Ve République, la première année du Sénat, nous étions à l'époque dans l'opposition, où nous avons voté ensemble beaucoup de textes progressistes, était une promesse qui aurait pu être poursuivie. Et nous n'étions pas condamnés aux 2 années de gâchis qui ont suivi, parce que justement les choix gouvernementaux nous ont tous mis à l'envers d'une certaine manière, à commencer, rappelez-vous, par la ratification du pacte budgétaire et par le débat sur l'ANI au printemps de la première année de la majorité. Nous pouvions faire autrement. Et j'ajoute que même après les élections municipales, il était possible d'écouter ce que disaient les élus locaux sur la réforme territoriale. Il était possible de les écouter sur les dotations aux collectivités territoriales. Il était possible encore de faire entendre un autre message et d'aller à la bataille avec cela. Nous n'étions pas obligés d'aller sans rien dire et comme ça à la défaite sénatoriale. Et nous n'irons pas, en tout cas pour ce qui nous concerne, à la défaite aux prochaines séances électorales comme ça, comme si elles étaient naturellement programmées. La gauche avait gagné, après avoir gagné l'élection présidentielle, l'ensemble des élections. Nous avions les pouvoirs pour changer la société. Et moi, je n'accepte pas ce discours de la banalisation de la défaite. Oui, je pense que nous devons être révoltés contre cette attitude, mobilisés contre ce scénario-là. Et personne ne peut penser, si on continue dans la même direction, qu'on conjurera le risque du retour de la droite et de l'extrême droite en faisant appel à l'union, au rassemblement, sans rien écouter de ce qui se passe dans le pays, sans rien écouter de ce que dit maintenant quasiment la majorité de la gauche, la majorité de ceux qui ont voulu le changement en 2012. Le rassemblement, il est nécessaire, mais il suppose, pour être efficace, pour être entendu par le pays, pour restaurer la confiance populaire, qu'il se fasse sur des choix différents de ceux qui sont actuellement mis en œuvre. Et chacun voit bien que le rassemblement de la gauche sera possible sur des choix anti-austérité et qu'il ne le sera pas sur la politique qui est actuellement suivie. C'est donc pour moi, pour toutes ces raisons, que la construction d'une alternative est devenue indispensable, une alternative à ces choix d'austérité. Et vous savez, je sais bien que nous avons tous des choix compliqués à faire et que nous avons tous des pas à faire pour construire cela. Mais j'ai conscience que l'eau monte trop vite pour rester éternellement au milieu du gué. Ensemble, nous devons monter sur la rive pour avancer vers un autre avenir, ouvrir un autre chemin. Sinon,
nous risquons d'être tous emportés par ce qui est à l'œuvre en ce moment. Ce travail de rassemblement, de convergence sur des choix alternatifs à ces politiques d'austérité, il est urgent. L'urgence, pour moi, ça ne veut pas dire des raccourcis, ça ne veut pas dire des ultimatums réciproques, ça ne veut pas dire des appels au ralliement les uns aux autres, comme si les idées des uns et des autres devaient s'effacer. Cette urgence, c'est l'urgence d'une construction qui doit démarrer maintenant, parce que ces défis politiques, de toute façon, sont devant nous, et que si nous n'entamons pas immédiatement et rapidement cette construction commune pour ouvrir un chemin qui déjouera le scénario dans lequel on essaye tous de nous enfermer et qui verrait aux prises uniquement dans les prochaines échéances ou la droite ou le Front National ou la politique menée actuellement par le gouvernement de Valls, eh bien ce scénario-là est un scénario qui, si nous le laissons se mettre en place, conduira, et pas seulement à l'élection présidentielle, mais aussi dans les élections intermédiaires, à la multiplication de second tours où il ne restera plus que la droite et le Front National. Nous voulons déjouer ce scénario. Il faut construire un scénario où la gauche, sur ses valeurs, sur ses choix, pour l'intérêt populaire, sera présente et sera capable d'avancer sa politique, la politique qui est attendue par les milieux populaires de ce pays. Et cette construction, nous devons l'entamer à tous les niveaux. Nous avons un travail de convergence et de construction et de propositions communes à faire au Parlement, à commencer par les débats qui nous attendent sur les débats budgétaires. Il faut mener ce travail dans les assemblées locales, dans les échéances électorales à venir. Il faut le mener sur le terrain parce que nous avons tous besoin d'aller rediscuter et d'écouter pour les entendre vraiment ce que nous disent les milieux populaires, de les écouter dans des rencontres de terrain, de travailler avec eux, de construire des initiatives. Et nous en prendrons pour notre part. Je suis sûr que vous aussi. J'espère que nous allons entamer ce travail, que nous allons l'accélérer. Le dialogue entre nous est maintenant repris. C'est déjà une étape extrêmement importante. Mais maintenant, il faut que ce travail se traduise par un travail de construction. Je l'ai dit à plusieurs reprises depuis le début septembre, et je le pense très sincèrement. La juxtaposition de nos critiques respectives sur la politique gouvernementale ne suffira pas à déjouer, ne suffira plus à déjouer les pièges de la situation actuelle. Ce qui est devant nous, c'est notre capacité collective. C'est notre capacité collective à ouvrir les conditions d'une alternative politique à ces choix d'austérité sans lesquels il n'y aura pas d'espoir pour notre peuple. Et nous savons qu'au contraire, si nous savons envoyer les signaux politiques que cette construction démarre, eh bien alors là, nous le verrons. À nouveau, beaucoup d'énergie se lèveront dans le pays pour être à nos côtés.